Alors, on avait fini la première partie avec une poignée de femmes togolaises, une vingtaine tout au plus, dont Dédé Rose Crépy, qui décide alors de profiter du départ massif des marchands vers la fonction publique pour se lancer dans les affaires. La plupart, sinon toutes ces femmes, viennent de l'un des innombrables petits villages du Togo. La plupart étaient illettrées, venues à Lomé pour y gagner leur vie en s'installant au marché central, véritable poumon de la ville, et en montant des commerces plus ou moins viables. L'objectif de ces femmes était double. Premièrement, se substituer aux marchands devenus fonctionnaires, bien sûr, mais aussi relancer le commerce du wax hollandais qui, il y a peu encore, irriguait toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce qu'elles ont réussi à faire pour s'assurer très vite un quasi-monopole sur ce commerce, faisant montre entre elles d'une remarquable solidarité et rendant au final quasi impossible l'arrivée de nouveaux concurrents. C'est bien ça un cartel, n'est-ce pas? L'énigmatique Dédé Rose Crépy dira plus tard: Si nous avons mieux réussi que nos voisines ou les femmes des pays voisins, c'est parce que nous n'avons jamais reculé devant le travail. Au début des années 1970, elles ont même réussi à signer avec la Vlisco African Company un accord d'exclusivité pour en contrôler la distribution nationale et régionale. Un accord de grossiste, en fait, très vite, couronné de succès, malgré l'hostilité initiale des hommes. Dans une société patriarcale, évidemment, ceux-ci ne goûtent guère en effet le rôle tout nouveau que les femmes entendent jouer dans le grand commerce, une activité traditionnellement réservée aux hommes. À leur manière, donc, les nanabins joueront ainsi un rôle clé dans l'émancipation des femmes togolaises. La relance du commerce du wax hollandais marque le début de la fabuleuse saga des nanabins qui va durer un peu plus de 20 ans. Dans les années 1970 et 80 en effet, leur marché s'étend du Burkina Faso au Congo en passant par le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, des pays où les biens de grande consommation sont encore rares à cette époque-là et les femmes, mais aussi les hommes, se ruent en effet littéralement sur ces tissus. Faisant montre d'un étonnant sens des affaires, elles souscrivent des crédits à taux peu élevés auprès de la VAC, la Vlisco African Company, revendent les tissus avec de confortables bénéfices qu'elles réinvestissent ensuite en partie dans des crédits à taux plus élevés consentis à leurs clientes. Ma chérie, ça c'est les Lomé Business School. Ça coûte combien déjà? Des soucis, des faiblesses, des problèmes. Je connais des problèmes d'ici et là-bas et partout c'est les mêmes. Allez, Au fil des années, Dédé Rose Crépy et sa vingtaine de consoeurs s'imposent ainsi comme une véritable puissance économique. Connaissant parfaitement leur marché, elles font régulièrement le voyage jusqu'en Hollande pour discuter avec les stylistes de Vlisco des nouvelles tendances, des nouveaux designs, etc. Les bonnes années, le chiffre d'affaires annuel du nanabins pouvait frôler le milliard de francs CFA, c'est-à-dire près de 2 millions de dollars américains. Une véritable fortune pour cette époque-là. Et tu vois, ça, c'était avant la dévaluation, mon ami. Comme dirait Maman du Parlement du Rire. Il se raconte d'ailleurs qu'elle contrôlait jusqu'à 40% du secteur informel de l'économie au Togo. Et donc, fabuleusement riches, elles se font construire des villas de luxe dans les quartiers résidentiels de Lomé, achètent des appartements en Europe, notamment à Paris, et importent au Togo les premières berlines allemandes, BMW et autres Mercedes. Des automobiles qu'elles prêtent volontiers au général Eyadema au pouvoir de 1967 à 2005, lorsque celui-ci recevait des chefs d'État étrangers. Du chef d'État togolais, les nanabins sont d'ailleurs les plus fidèles soutiens, finançant son régime en échange d'avantages fiscaux et de l'assurance de mener leurs affaires en toute tranquillité. Devenu un véritable poumon de l'économie togolaise, l'empire des nanabins finit cependant par vaciller. Au début des années 1990, d'autres femmes africaines, au Nigeria celles-là, se lancent en effet à leur tour dans la fabrication de wax dont elles ont assimilé la technique. Fabriqués dans un tissu épais et imprimés à la cire, les wax nigérians se vendent d'autant mieux qu'ils sont beaucoup moins chers que leurs homologues togolais. 12 000 francs CFA contre 60 à 90 000 francs CFA. Et puis les troubles que connaît le Togo au début des années 1990, puis la dévaluation, la fameuse dont je parlais,
du franc CFA en 1994 effrite un peu plus la puissance des Nana Benz. Mais le véritable coup de grâce, il viendra d'où? Ha ha! Vous devinez facilement, de Chine. Au début des années 2000, s'engouffrant dans le vide laissé par les Occidentaux, qui boudent ostensiblement le régime de Yadema, puis de son fils Faure Gnassingbé, les Chinois investissent massivement le marché togolais, inondant le pays de tissus wax fabriqués à Shanghai et devenus 10 fois moins chers que les wax, non pas hollandais, mais nigérians. Et donc, ça sentait la fin pour les Nana Benz. La fin de l'âge d'or, mais pas la fin de l'histoire. Car si elles ont été affaiblies par l'arrivée massive de tissus chinois, les géniales commerçantes du Togo n'ont toujours pas disparu. Elles ont même transmis leurs affaires à leurs filles. Les nanettes, ainsi s'appelle cette nouvelle génération de femmes d'affaires, souvent formées dans des écoles de commerce occidentales, on ne sait pas si elles sont meilleures que celles de Lomé, qui rivalisent de créativité, d'imagination pour que dure la tradition. Et donc du wax hollandais, nigérien ou chinois, je vous laisse choisir. Mon cliché africain du jour, c'est donc l'entrepreneuriat. C'est sous cet angle-là que j'aimerais analyser les Nana Benz. Parce que quoi qu'on puisse penser de ces femmes, on se doit de leur reconnaître leur génie, leur intelligence, leur esprit de stratégie et surtout leur persévérance. Je n'avais jamais personnellement vraiment mesuré ce qu'il faut pour entreprendre, même à petite échelle. Mais mon expérience récente dans l'écriture et l'auto-édition d'un livre dont vous connaissez le sujet si vous m'écoutez depuis plus de 10 minutes, cette expérience donc m'a ouvert les yeux et me fait encore plus admirer les gens qui entreprennent. Les risques financiers sont énormes. L'absence de système de soutien spécifique pour le lancement d'entreprises dans nos pays comme des incubateurs, l'absence aussi d'informations sur les erreurs à ne pas commettre, comme par exemple quand on fait des projets avec cette usine du monde qui est devenue la Chine, eh bien, je pourrais continuer tout ça, qui me fait passer de crise de panique en insomnie incessante depuis le mois de juillet 2021. Tout cela me fait admirer encore plus aujourd'hui les Nana Benz et toutes les personnes qui, sur le continent et ailleurs, se sont un jour lancées dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes parmi ces personnes-là, et si vous êtes parmi les personnes qui m'ont fait confiance en achetant ce livre devenu mystérieux, parce que votre soutien, parce que ce type de soutien est super déterminant pour des micro-entrepreneurs ignorants et débutants comme moi. Je vous dis donc merci, prenez soin de vous, mes amis, et à très vite dans un Sankofa beaucoup plus reposé et beaucoup moins pleurnicheur. Bye bye.